Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Cooper, vous allez découvrir Lean Startup d'Eric Ries. Ce livre est ce qu'on appelle un must-read pour tous les entrepreneurs. Il propose une méthode qui permet de développer rapidement et efficacement des produits innovants. Rapide, efficace, innovant. Voilà des mots qu'on aime entendre. Je suis sûr que vous aimez les entendre vous aussi. Vous apprendrez que le Lean Startup ne s'adresse pas qu'aux entrepreneurs, mais également aux intrapreneurs, ces salariés qui portent l'innovation au sein de leur entreprise. Vous comprendrez que le Lean Startup est un cycle et ne se termine jamais, et qu'il évolue grâce et en fonction des retours clients. Chapitre 1. Tout projet de développement de produits innovants requiert des qualités managériales. Tout commence au début des années 2000, par une scène terrible et quasi hollywoodienne. Eric Ries et son partenaire se disputent au milieu d'une rue, sous une pluie battante. Ils sont arrivés à un point de non-retour dans le développement de la start-up qu'ils ont créée ensemble. Ils sont même incapables de se mettre d'accord sur le chemin à prendre pour rentrer et se séparent au beau milieu d'une rue. Suite à cet échec, Eric Ries décide que désormais, rien ne sera plus jamais pareil. En 2003, il fonde IMVU, un chat en ligne, très à la mode à l'époque, doté d'avatars. Si vous n'êtes pas trop jeune, vous devez vous souvenir des avatars, ces petits dessins censés vous représenter avantageusement ou pas, d'ailleurs. Bref, il change radicalement ses méthodes de management et de gestion de projet. Lui et son équipe décident de modifier le service et le site en permanence. Chaque jour, ils lancent de nouveaux tests, de nouvelles fonctionnalités. Parfois une dizaine par jour. Ils font payer l'accès à leur plateforme qui pourtant bug. Ils vont très vite, mais surtout, ils demandent sans arrêt à leurs utilisateurs ce qu'ils pensent des dernières fonctionnalités. En 5 ans, IMVU compte 600 000 utilisateurs. Pas mal. Eric Ries décide alors d'aller à la rencontre de plusieurs autres startups de la Silicon Valley et il formalise sa méthode à laquelle il donne le nom de Lean Startup en s'inspirant du Lean Manufacturing de Toyota. Le Lean Startup reprend quelques-uns des grands principes du Lean Manufacturing. Le juste à temps, la réduction des stocks, la durée d'un cycle de production et surtout la responsabilité des équipes. À la différence du Lean, le Lean Startup évalue les progrès d'une équipe grâce à la validation des enseignements et non en fonction du volume de production. L'apprentissage est la clé absolue de sa méthode. Ça est son cycle en 3 étapes. Produire, mesurer, apprendre. Produire, mesurer, apprendre et recommencer. C'est ainsi qu'on progresse rapidement. Par exemple, Intuit, une société de 7000 employés, a créé en son sein SnapTax, une structure dédiée à l'innovation et aux nouveaux produits. En mettant en place le Lean Startup, SnapTax a réalisé en 12 mois un objectif qui lui aurait pris plus de 5 ans avec les méthodes habituelles d'Intuit. Le Lean Startup, c'est donc avant tout une méthode managériale et 3 étapes essentielles. Vous vous souvenez ? Produire, mesurer, apprendre. Chapitre 2. Le Lean Startup est la mise en place d'une expérimentation qui favorise l'apprentissage. Le Lean Startup est un processus très méthodique. Son objectif est simple. Créer de la valeur pour le client le plus vite possible. Vos clients doivent adorer votre produit et pour cela, ils doivent donc comprendre et percevoir sa valeur. C'est ainsi que votre start-up ou votre projet réussira et que vous atteindrez vos objectifs. Faire quoi que ce soit d'autre que de travailler pour vos clients est une perte de temps et un gaspillage de moyens. Pour cela, il faut donc comprendre ce que veulent vos clients. C'est là que les feedbacks interviennent. Après avoir formulé une hypothèse et avoir checké qu'elle apportait bien de la valeur à votre client, il faut la tester et l'expérimenter au plus vite. Pas question de peaufiner votre produit pendant des mois et d'attendre qu'il soit parfait ou présentable. Non. Soumettez un prototype, ou ce qu'Eric Ries appelle un MVP, Minimum Viable Product, à vos utilisateurs et recueillez leurs impressions, leurs feedbacks. En fonction de leurs réactions, vous pourrez valider votre hypothèse ou l'invalider et prendre les décisions qui s'imposent, comme un pivot. En Lean Startup, plus on se trompe vite, plus on trouve son business model rapidement. Or, le temps, c'est la donnée essentielle et vitale pour un entrepreneur. En recueillant les feedbacks de vos utilisateurs, vous apprendrez des choses sur eux, évidemment, mais également sur vous-même, sur votre équipe et sur votre capacité à avancer rapidement dans la bonne direction. Chapitre 3, la connaissance du client est la première étape du Lean Startup. Vous l'avez compris, la première étape du Lean Startup est la connaissance du client, de ses clients. Quand votre produit collera parfaitement aux besoins de votre marché, votre croissance progressera naturellement. Pour cela, n'ayez pas peur d'aller au contact.
aller au contact du client, c'est important. C'est aussi une pratique que l'on retrouve dans le Lean Manufacturing de Toyota sous le nom de Genshi Genbutsu. Genshi Genbutsu. Genchi Genbutsu. Voilà, ça signifie aller voir sur le terrain pour bien comprendre la situation. Rien que ça. Genshi Genbutsu. Genchi Genbutsu. Ok. Yuji Yokoya, ingénieur chez Toyota, a ainsi dû gérer la conception et le développement du monospace Sienna, en Amérique du Nord, premier marché des monospaces. Il a traversé le Mexique, les 50 États d'Amérique et les 13 provinces du Canada pour aller à la rencontre d'un maximum de clients et de les observer. 82 000 km de route plus tard, il a compris d'une part la réalité du marché nord-américain, d'autre part que le véritable usager du Sienna, c'est l'enfant. C'est donc lui qu'il faut savoir séduire avant même ses parents. C'est aussi pour cette raison que les publicités des constructeurs automobiles incluent très souvent de jeunes enfants. Eh bien, branchez Zoé. C'est tout aussi simple. Yuji Yokoya a donc pris en compte ces deux paramètres et, en 2004, les ventes ont été supérieures de 60% à celles de 2003. À partir de l'étude de vos clients, vous pourrez déterminer vos personas, c'est-à-dire les profils de vos clients. Quelles sont leurs personnalités, leurs centres d'intérêt, leurs problématiques ou les médias qu'ils consultent. Bref, une bonne base dans la construction de votre projet. Chapitre 4, le MVP. Utiliser un produit inachevé pour commencer à tester son projet et à apprendre. On va maintenant aborder le MVP en détail. Vous vous souvenez, Minimum Viable Product, ou produit minimum viable en français. Une version simple de votre projet que vous pourrez soumettre très rapidement à vos utilisateurs. Terminez l'époque où l'on soignait son produit dans son coin pendant des mois. Ne gaspillez pas de temps à élaborer un produit trop abouti. Il faut le soumettre à vos futurs clients le plus rapidement possible afin de recueillir leurs avis et leur feedback. Si votre produit est un peu trop complexe pour être présenté sous forme de site web ou d'appli mobile, pas de problème. Faites une vidéo. C'est exactement ce qu'a fait Dropbox. Le lendemain de la publication de leur vidéo de 3 minutes, la liste d'attente pour bêta est passée de 5 000 à 75 000 personnes. Il n'y avait plus qu'à améliorer sur cette bêta. Au cours des itérations, entre les clients et la start-up, le produit s'améliore et s'enrichit. Il ne reste ensuite qu'à reproduire à grande échelle le produit. Le MVP sert à se confronter au challenge de la start-up sans engager des frais trop importants pour conserver une certaine souplesse en cas d'échec. Cependant, lancer un produit qui n'est pas parfait peut gêner certains perfectionnistes. Il va falloir qu'ils forcent leur nature. Note spéciale à destination des intrapreneurs. 2 points peuvent freiner votre entreprise dans la mise en place d'un MVP. Le premier, lorsque leur produit repose sur un brevet. La peur de se faire voler un produit est infondée, pour la simple raison qu'il est extrêmement difficile de se faire connaître. En ne touchant qu'un nombre limité de personnes, juste assez pour faire vos tests, vous ne courez pas de risque. Deuxième frein, la peur que celui-ci n'endommage l'image de marque de l'entreprise. En affichant le MVP sous un nom différent, les craintes de votre hiérarchie seront apaisées. Chapitre 5, la gestion analytique de l'innovation est une méthode pour évaluer la progression, en fonction de l'apprentissage et non des objectifs chiffrés. Une fois le MVP créé, comment le tester auprès d'utilisateurs? Chez IMVU, la startup d'Eric Ries, un achat de trafic via Google a été effectué. Pas besoin de dépenser des fortunes, il suffit de drainer suffisamment de trafic pour pouvoir faire des tests. Ensuite, il faut étudier des données recueillies. Pour ce faire, une startup n'utilisera pas les mêmes indicateurs qu'une entreprise déjà installée. Le mieux est d'analyser des cohortes d'utilisateurs. À chaque nouvelle modification du MVP, vous pourrez ainsi constater les différences de comportement et vous poser la question suivante. Ma modification a-t-elle apporté de la valeur au client? Si besoin, des tests comparatifs, appelés A/B testing, pourront vous permettre d'effectuer des choix stratégiques, notamment dans l'acquisition de clients. Attention cependant aux éléments qui gonflent artificiellement les chiffres. Eric Ries les appelle indicateurs illusoires. Il peut s'agir d'actions marketing de grandes envergures ou de données brutes, comme le nombre total d'utilisateurs, qui, par définition, ne fait qu'augmenter. Ces indicateurs sont illusoires car ils ne disent pas si l'entreprise bâtit une activité viable. Pour que les décisions prises suite à ces tests fassent sens pour toute l'équipe, les résultats doivent être exposés de manière transparente à tous les collaborateurs. N'hésitez pas à les rendre transparents et à les diffuser. Elles donneront du sens à leurs actions et leur permettront d'apprendre et de progresser toujours davantage. C'est bien ce que vous voulez, non? Une super Dream Team autonome et responsable. Oh, yeah. Chapitre 6, la décision de pivoter est un choix stratégique central qui redéfinit les hypothèses de travail. Si les différents tests effectués grâce au MVP ne sont pas concluants, une étape importante se profile, le
pivot. C'est l'une des décisions les plus difficiles à prendre pour un entrepreneur. Pourtant, si la croissance atteint un palier ou reste très en deçà de l'objectif fixé, le pivot est inévitable. Un pivot signifie que l'hypothèse d'origine de l'entrepreneur était mauvaise. Mais pas de panique. Un bon pivot fait des miracles. Il suffit pour s'en convaincre de considérer toutes les startups qui ont pivoté, comme, par exemple, Criteo, la fameuse pépite française. Allez, courage! Pour ne pas rater le moment du pivot, il faut l'aborder de façon structurée et rester attentif aux indicateurs fondamentaux définis au début. Pour en atténuer l'implication émotionnelle, il peut être bon de définir des réunions régulières pour décider ou non de pivoter. Il existe plusieurs types de pivots. On va tous les évoquer rapidement. Tout d'abord, il y a le pivot restrictif et aussi le pivot extensif, sans oublier celui qui consiste à changer de segment de clientèle. Ok. Moins rapidement peut-être ? Il y a